Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être à vous. Il est 19 h et pour les habitués, c'est l'heure de la grande émission du soir sur BB24, le tout premier numéro du mois d'avril. Et oui, une nouvelle semaine, un nouveau mois qui commence et c'est tout un plaisir, un bonheur pour moi d'être à vous. Je vous dis juste, c'est du vert ce soir pour vous demander de garder espoir tout au long de ce mois. Bonsoir à vous et bienvenue. Nous remercions tous ceux qui nous suivent depuis Kopargo, dans le nord du Bénin. Le Bénin dispose-t-il d'industries agroalimentaires? Ces usines répondent-elles aux normes internationales en vigueur? Boniface Ayenan nous dira tout sur le sujet ce soir. Il est ingénieur agronome et l'invité de votre rubrique Monde agricole, nature et bien-être reçoit Boris Anator, météorologiste, pour nous démontrer même, je dirais, le lien qui existe entre le temps et l'environnement. L'expert ce soir, c'est Karl Martial Nancy. Il est sociologue. Avec lui, on va parler de poissons d'avril, origine et portée. Nous sommes 1er avril et vous le savez, ces genres de blagues qui parfois créent des conséquences qu'on n'imagine pas. On va aborder tout ça tout à l'heure avec l'invité. Encore qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des blagues. C'est aussi la journée mondiale de la sauvegarde des données. Et à cet effet, Agnat Bello reçoit dans Haute-Savoie Noah Agbafa Padonou, docteur en système d'information, pour nous parler de sauvegarde des données, une question de suivi. Comment devons-nous sauvegarder les données? Nous aurons toutes les informations tout à l'heure avec l'expert. Voilà ce qui est prévu pour le menu du grand rendez-vous de ce soir. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Anondé. La pleine forme? Ça va très bien chez vous? Je me porte aussi très bien. Vous êtes rayonnante ce soir, vous souriez très bien. Merci. C'est le vert qui gagne ce soir apparemment. Ah ben, pas que ça. Vous l'avez dit. Pas que ça, mais il y a également le blanc. Eh oui, il y a du blanc aussi. Alors Estelle, qu'avons-nous au menu du grand rendez-vous? Je dirais précisément du 19h45 ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le poisson d'avril a-t-il toujours la même signification? Pourquoi les Béninois s'en méfient-ils? Eh bien, on en parle dans le journal. On sait qu'il faut un permis de conduire pour les voitures, mais il en faut aussi pour les motos. La pièce est même indispensable pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Et puis, le Bénin prend ses dispositions pour pallier les dégâts de l'érosion côtière. Philippe Zoumenou, le coordonnateur du projet de lutte contre l'érosion côtière dans le littoral, nous en parle. Et bien évidemment, tous les détails sont à suivre à 19h45. Merci beaucoup. Franchement, des sujets bien choisis. Moi, j'ai deux qui m'intéressent beaucoup plus. Le poisson d'avril, et oui, et puis le permis de conduire pour les conducteurs à 2 roues. Ils ne le savent souvent pas. On aura le point de tout ça tout à l'heure lorsqu'il va sonner 19h45. À tout à l'heure, Estelle. À tout à l'heure, heureuse d'Anondé. Merci bien. Mesdames et messieurs, on reste avec vous pour recevoir sur ce plateau Marcel Gbetoro et Boniface Ayenan, c'est Monde agricole.
l'industrie agroalimentaire, le Bénin dispose-t-il d'usines adéquates? On en parle ce soir avec Marchel Betoro, comme je le disais tantôt, et Boniface Sayena. Marchel, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'annoncer. Vous portez très bien. Ça va, la pleine forme. La semaine a bien commencé. Par la grâce de Dieu, nouveau mois, nouvelle semaine. Vous avez eu droit à votre poisson d'avril aujourd'hui? Heureusement que j'ai averti tout le monde. À l'année prochaine. À l'année prochaine, vous êtes avec monsieur Boniface Sayena, ingénieur agronome. Comment allez-vous, monsieur? Ça va très bien. Vous portez très très bien. Très bien. Les salutations en Afrique, c'est long. Et la famille, les enfants, le boulot. Tout le monde se porte bien. Tout le monde et se vous porte envoie leurs salutations. Merci, je les reçois. Plus sincère. Alors, mesdames et messieurs, avant d'aborder le sujet, je nous propose de suivre cet élément réalisé par Marchel elle-même sur les industries agroalimentaires. On revient pour aborder la question plus amplement. Les entrepreneurs agroalimentaires, ils répondent à un problème, à un besoin de la population en parlant des pertes post-récolte. L'agrobusiness, un ensemble d'activités économiques de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Fortement mécanisée de nos jours, l'industrie agroalimentaire fait face à certains défis, mais de nombreuses opportunités sont à saisir. L'agroalimentaire, c'est très vaste. Ce qui est sûr, l'homme doit manger. Et quand on dit agroalimentaire, ça apporte directement un regard sur la consommation de nos denrées. En entreprenant, je crée de l'emploi, je crée de la richesse et je m'autosuffis. Donc c'est un partenariat en fait entre l'État et l'entrepreneur. L'entrepreneur crée de la richesse, il peut engager d'autres jeunes comme lui qui vont travailler avec lui dans son entreprise et tout ça contribue bien sûr au développement de l'économie nationale. Mais face à ce défi de contribuer au développement de l'économie nationale, le travail à faire est bien lourd. Pour certains produits, l'accessibilité du produit, parce qu'il y a des produits qui sont saisonniers. Donc les transformer, ça représente un gros challenge pour le promoteur. Et il y a aussi le volet financier. Il est vrai qu'on dit souvent qu'il faut entreprendre à 0 francs, mais le 0 francs dont on parle, c'est en fait les ISAN. Et quand vous épuisez les ISAN, vous êtes obligé d'aller vers des sources de financement qui ne sont pas vraiment pléthores au pays. Le volet, c'est l'information. Si tu n'es pas aujourd'hui connecté sur les réseaux sociaux, si tu n'es pas tout le temps sur les réseaux sociaux, ce n'est pas évident que tu aies les bonnes informations au bon moment, ce qui fait que les entrepreneurs agroalimentaires ils perdent beaucoup d'opportunités. S'il est vrai qu'au Bénin, le secteur de l'agroalimentaire est très avancé, un accompagnement du pouvoir public reste indispensable. Le marché existe. Mais c'est intégrer le marché qui est compliqué. Si déjà nos chefs d'État, nos dirigeants peuvent imposer déjà les produits locaux dans les différents ministères et autres, je trouve que c'est déjà une belle avancée pour promouvoir l'entrepreneuriat agroalimentaire au Bénin. Développer l'agrobusiness pour la réduction du taux de chômage est donc chose souhaitable. En attendant, l'agrobusinessman doit toujours croire en la chose car c'est un secteur très important de l'économie béninoise. Merci Marchel Betoro, vous étiez avec Bernol Djogbe et Isaac Nonedo sur ce reportage. Oui, beaucoup plus pour parler des différentes difficultés liées à l'agrobusiness, à la transformation et tout ça. Mais il faut noter que ce soir, nous allons parler bien évidemment de la création des usines même, ou de la disponibilité des usines. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous, chers amis téléspectateurs, pour parler une fois encore des transformations, de la transformation des produits agricoles. Mais ce soir, nous allons beaucoup plus nous intéresser à l'existence ou non des industries agroalimentaires. Et pour ça, j'ai sur ce plateau M. Boniface Sayena. On ne le présente plus, comme Rose l'a dit. Vous êtes ingénieur agronome. Moi, je voudrais déjà qu'on fasse une petite nuance à ce niveau entre usines de transformation agroalimentaire et unités de production. Il y a bien une différence. Merci, mesdames, merci. Je crois que pour commencer, nous allons d'abord clarifier ces deux termes, à savoir unité de production et usine agroalimentaire. Une unité de production, au fait, c'est toute une entité où on produit des biens et services. À savoir, cette unité est composée soit d'un compartiment qui envoie les intrants, et maintenant dans un deuxième compartiment où il y a un processus de transformation où on aboutit maintenant à un produit ou à un bien.
Des Là, intrants c'est qui ça. vont sur le terrain Sur pour le- produire, pour produire. pour ne pas nous répéter, des produits agricoles. Et les Agricoles. produits agricoles reviennent à l'usine. dans ou à l'usine maintenant l'unité. pour faire des transformations. Et c'est là qu'on parle unité d'usine de transformation. Ok. Donc, or, l'unité d'usine de transformation est plus d'unité complexe. Ça a plusieurs compartiments. Ok. Il y a l'unité qui garde, qui joue le rôle de conservation des matières premières. Il y a l'unité qui joue le rôle de nettoyage. Il y a l'unité qui joue le rôle de transformation du produit jusqu'au produit fini. Ok. Donc, c'est tout ça là qui constitue le complexe d'usine. Ok. Alors, dites-nous, aujourd'hui, ou dans le contexte actuel au Bénin, est-ce que nous disposons d'usines Oui, le Bénin dispose en d'usines. matière de transformation En agroalimentaire? matière de monsieur? transformation agroalimentaire, le Bénin dispose vraiment d'usines agroalimentaires. Maintenant, l'état embryonnaire de ces usines est à revoir. D'accord. Donc vous pensez que le Bénin est un pays industrialisé? Le Bénin est un pays semi-industrialisé. Ok. Et quelle est la typologie de ces usines qui existent déjà au Bénin? Par rapport au Bénin, en prenant par exemple la taille de ces usines ou bien de ces industries, par rapport aux tailles, on parle par exemple des micro-entreprises agroalimentaires. Les micros, ça veut dire, ça peut être une unité familiale que la femme transforme ces petites transformations pour aller vendre dans un marché, ou puis il peut servir encore de consommation au niveau familial. Donc là, on parle de Comme ce micro. qu'on voit au niveau de la tomate, Les des épices. Les petites transformations au niveau local. Ça, c'est les micro-entreprises. Que quelquefois, d'autres peuvent l'appeler des très petites et moyennes entreprises. D'accord. Maintenant, vous avez, et maintenant, ça là, c'est la main-d'œuvre, c'est surtout la main-d'œuvre au niveau familial. Maintenant, si vous rentrez dans les entreprises, là, les petites et moyennes entreprises, ça veut dire que l'espace est un peu plus agrandi et ça a besoin d'un certain nombre de main-d'œuvre, à savoir un main-d'œuvre temporaire et un main-d'œuvre permanent, plus la main-d'œuvre familiale. D'accord. Donc cette main-d'œuvre est beaucoup plus élargie. Voilà. Et l'espace occupé est un peu plus élargi. Les équipements utilisés ont un peu plus de gabarit que les micro-entreprises. Donc voilà un peu la différence. Maintenant, si vous rentrez maintenant dans les grandes industries, et c'est ces grandes industries qu'on voit dans les pays développés, par exemple au Bénin, la grande industrie qu'on peut parler, c'est les industries cotonnières, les usines de grenades de coton. Okay. Donc c'est de grandes industries. L'anacarde aussi, non? Au niveau de l'anacarde aussi. Hein? Ouais, l'anacarde aussi en a, mais ce n'est pas aussi grand qu'au niveau du coton. On les classe dans les petites et moyennes entreprises. Mais ce n'est pas de grandes entreprises. Parce que les grandes entreprises agroalimentaires, c'est des effectifs de plus de 1000 à 1200 employés. Alors, dites-nous déjà, quel est le fonctionnement de ces usines? Quand je prends par exemple l'usine de tomates de Port-Massé qui a installé, qui n'a, selon moi, n'a jamais fonctionné. Quel est le type de fonctionnement qu'on a au niveau des usines béninoises? Ça veut dire, lorsque vous voulez mettre en place une unité qui est une usine de transformation agroalimentaire, il y a des principes qu'il faut respecter. Parmi ces principes, il y a d'abord le lieu d'installation de l'unité. Ça veut dire quoi? Le lieu d'installation doit répondre à un certain nombre de critères. Ça veut dire qu'il faut faire une étude de une marché. étude de marché, une étude diagnostique, un état des lieux. Voilà. Okay. Donc, lorsque vous voulez installer l'unité, vous devez savoir est-ce que la zone est propice? Est-ce que ce n'est pas une zone enclavée? Est-ce que c'est une zone qu'on peut rapidement avoir accès? Maintenant, dans cette zone-là, la matière première que l'usine va transformer, est-ce que cette matière première est disponible? Est-ce qu'elle peut être mobilisée le plus rapidement? Ou bien elle peut être complétée par les communes limitrophes. Donc on analyse tout ça là. Et aussi, lorsque vous installez une usine, il faut savoir qu'il y a la matière première et aussi le problème de capacité de l'usine. Okay. Par exemple, dans la zone, vous faites vos enquêtes et vous voyez que la capacité de production de l'usine, par exemple, je prends le cas de la tomate de Port-Massé où tout le monde crie, là, il y avait un certain nombre de problèmes. Le premier problème, c'est le problème de disponibilité de la matière première et de la qualité de cette matière première. Si je prends le cas de tomates, ce ne sont pas toutes les tomates qu'on transforme en purée. Donc,
Il faut jouer Là, vous rentrez sur déjà dans les atouts et contraintes aujourd'hui pour l'installation des usines agroalimentaires au Bénin. Est-ce que le monde agricole offre réellement des opportunités pour qu'au Bénin, ici, on puisse installer des usines? Si nous voyons, on avait déjà fait des émissions par rapport aux potentialités agricoles au Bénin. Le Bénin a les potentialités agricoles favorables à la diversification. Ça, le Bénin a cet atout. Nous avons l'espace, nous avons les bas-fonds, nous avons la technicité, l'homme est là. Maintenant, nous avons la main-d'œuvre aussi. Nous avons la main-d'œuvre. C'est si l'homme, je prends l'homme là, ça veut dire qu'il y a la main-d'œuvre, il y a la disponibilité, la technicité. Tout ça là est dedans. Donc, maintenant, il reste le problème d'organisation et d'accompagnement de l'État pour créer les conditions. Mais vous savez, par exemple, quand on investit dans une entreprise, je veux parler par exemple de ces hommes-là qui sont des industriels, quand ils investissent, c'est pour avoir un rendement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la production répond déjà à la demande des usines? Parce qu'il ne faut pas investir et faire fonctionner une usine pour ne serait-ce que 1 ou 2 mois et après aller encore en faillite. Mais est-ce que nos producteurs n'ont pas une part de responsabilité dans cette histoire? Moi, je dirais même, est-ce que ça, c'est par exemple le problème de l'usine de Pomasset, par exemple, parce qu'il ne sert à rien de faire fonctionner une usine et d'ici... Mais la matière première, moi, je me dis que est-ce que ça existe, le produit réellement transformé? C'est pour la mise en place de l'usine de Pomasset qui constitue notre exemple de cas. Au fait, il ne faut pas voir que la zone est productrice de tomates pour installer. Voilà. Il faut voir la zone produit quelle variété de tomates. Parce que l'usine qui est installée à Pomasset a un certain nombre de caractéristiques qui ne répondent pas à la variété qui est produite à Pomasset. D'accord. J'aurais bien aimé qu'on continue, mais le temps nous fait vraiment défaut. Ouais. On va peut-être revenir un peu brièvement après sur les approches de solutions pour quand même faciliter l'émergence des usines de transformation agroalimentaire au Bénin. J'espère que nos téléspectateurs nous ont compris. Il faut juste valoriser davantage ce que nous avons déjà, apporter un plus, améliorer la stratégie de fonctionnement au niveau du secteur agricole et tout ira pour le bien. Mais lorsque le téléspectateur va vous demander, en fin de compte, j'ai suivi votre entretien, mais est-ce que le Bénin dispose d'usines adéquates? Que diriez-vous? Monsieur Boniface, nous avons d'usines. Oui, nous avons d'usines adéquates. Maintenant, il faut qu'on les accompagne. On ne relance pas le débat. On va se retrouver pour un autre numéro de Monde agricole. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le premier plateau du grand rendez-vous de ce soir. Le deuxième plateau, c'est Autant savoir et on va recevoir tout à l'heure Agnat Bello et Noah Agbafa, pardon, qu'on ne présente plus. À tout à l'heure. Autant savoir, mesdames et messieurs, on parle de la protection des données, une question de suivi et de survie, nous dit Agnat Bello. On aura sur ce plateau Noah Agbafa Padonou, docteur en système d'information, comme je le disais, mais d'abord, on va suivre ce reportage qu'elle a réalisé précisément, un commentaire sur image sur le sujet. La Journée mondiale de la sauvegarde des données célébrée tous les 31 mars est l'occasion de rappeler les risques encourus en stockant toutes ces données sur un seul appareil. Et ces risques sont nombreux, surtout avec les attaques des grands services qui s'observent de plus en plus. Qu'elles soient personnelles ou pas, les données coûtent aussi cher que les matières premières. Il faut donc savoir les conserver en toute sécurité. Plus la taille de l'entreprise est grande, plus les capacités de stockage nécessitent une solution plus élaborée. Et les solutions les plus utilisées au Bénin par les entreprises sont les ordinateurs pour stockage et les disques durs externes. Faut-il opter pour le stockage manuel ou un stockage automatique? Les avis divergent puisque les deux choix ont leurs avantages et leurs inconvénients. Pour plus de sécurité et de sûreté, d'autres informaticiens optent pour une sauvegarde automatique dans le cloud. Qu'il soit automatique ou manuel, sur disque dur externe ou encore dans le cloud, les choix de la méthode de sauvegarde qui vous convient dépendent de vos activités et du type de données que vous voulez conserver. Ce qui est sûr, sauvegarder vos données, c'est préserver le patrimoine culturel et économique de votre entreprise. Et voilà, c'est un commentaire sur image de Agnat Bello qui porte la voix de Jennifer Sachivi. Agnat, bonsoir.
Bonsoir, heureuse d'annoncer, mesdames et messieurs, bonsoir. Du rose pour commencer le mois d'avril? Oui, du rose, hein, pas pour symboliser le poisson d'avril qui est terminé depuis midi déjà. Effectivement. Juste pour être de bonne humeur tout au long du mois. Tout au long du mois. Ok, on vous accompagne dans ça. Nous sommes avec Noah Gbadfapadonou, un visage qu'on ne présente plus. Merci. Comment allez-vous? Ça va très bien. En réalité, Ariat n'a pas voulu nous dire que c'est parce qu'il reçoit quelqu'un natif du mois de mars. C'est pour cela qu'elle a continué de mettre le rose. Ah voilà. bon? Ah ben là, vous nous informez. Ah ben voilà. On comprend maintenant le secret. D'ailleurs, comme on le dit. Aouba. Voilà, Aouba. Alors, on parle de la sauvegarde des données, une question de suivi. Oui, eh bien, on en parle tous les 31 mars. C'est la journée mondiale de sauvegarde des données. Mais souvent, quand on parle de sauvegarde des données, on ne sait pas toujours à quoi on fait allusion. Donc, nous avons invité sur ce plateau Noah Agbafa, il est docteur en système d'information. Avec lui, nous allons parler de la sauvegarde des données. En quoi c'est une question de suivi. Mais avant qu'on y arrive, je me demande déjà, quand on parle de sauvegarde des données, qu'est-ce qu'on y met? Sauvegarder, c'est conserver. Sauvegarder, c'est enregistrer et mettre hors des aléas. Donc, lorsqu'on dit sauvegarder des données, c'est nos fichiers, c'est nos documents, c'est nos images, ce sont nos vidéos qu'on conserve hors du système d'enregistrement et qu'on met hors des aléas. On dira hors du système d'enregistrement. Hors du système d'enregistrement et on dit on a conservé, on a sauvegardé nos données. En réalité, lorsqu'on dit hors du système, c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de cette journée de sauvegarde. Sinon, il y a la possibilité, lorsque vous faites votre document déjà sur votre ordinateur, c'est que vous sauvegardez déjà. Voilà. Mais vous comprenez que le système d'enregistrement peut être sujet à des aléas. Oui. C'est pour cela qu'on conseille aujourd'hui qu'il faut mettre alors ces informations qui sont suffisamment capitales, qu'il faut les mettre hors du système d'enregistrement pour que le jour où il y aura un aléa, qu'on puisse toujours les retrouver. On dira alors qu'on a sauvegardé nos données. On a sauvegardé ces données. Aujourd'hui, on dit c'est important, mais en quoi est-ce si important de sauvegarder ces données? Tout à l'heure, je vous parlais des aléas. Il y a plusieurs, vous savez, tout système qui fonctionne est sujet à des aléas, donc à des dysfonctionnements, même à des blocages. Vous voyez, donc lorsque je prends un système informatique, puis un système numérique, puisque c'est de cela qu'il s'agit ici, le système numérique, vous voyez, il peut y avoir des aléas liés au matériel qui est utilisé. Donc au système, au physique même du matériel d'enregistrement, du matériel de fonctionnement. C'est une machine, c'est un ordinateur qui peut tomber en panne. Vous voyez, mais lorsque nous enregistrons, puisque l'ordinateur même a déjà un système d'enregistrement interne, automatique, ce système d'enregistrement, je vais parler de nos disques durs, peuvent tomber aussi en panne, soit physiquement, soit logiquement. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un système numérique est comme un homme. Donc il y a le physique, il y a l'esprit qui circule, qui vivifie le physique. Donc, tout matériel numérique peut aussi tomber en panne, peut connaître une défaillance temporaire ou même pérenne. C'est pour ça qu'il faut protéger. Exactement, c'est pour cela qu'il ne faut pas seulement protéger, c'est pour cela qu'il faut sauvegarder ces données. Parce que lorsque le matériel est en dysfonctionnement temporaire ou même périn, c'est que nous n'avons plus accès à nos données. Il faut trouver alors un système pour sauvegarder ces données. D'accord, mais déjà, est-ce qu'on peut dire que la sauvegarde fait partie d'un système de protection aussi de ces données-là? Tout à fait. La sauvegarde est l'un des systèmes de protection de nos données. Parce que lorsque je vous parle par exemple des virus, qui constituent aussi un aléa, qui peuvent détruire nos fichiers, vous voyez, mais vous voyez, il y a beaucoup d'aléas et en fonction des aléas, on peut choisir une forme de protection des données. Et cette protection, cette fois-ci, nous parlerons de sauvegarder ces données. D'accord. Mais souvent, quand on parle de protection de données, de sauvegarde des données, on a l'impression que ce ne sont que les entreprises qui sont concernées. Or, l'individu aussi peut être impliqué dans ce système de sauvegarde des données. Mais est-ce que pour vous, la sauvegarde est aussi importante que pour l'entreprise que pour l'individu? L'information est une denrée très importante. Nous vivons dans un monde informationnel.
Et vous voyez par exemple à la fin de cette émission que Heureuse ait choisi de matérialiser, donc de capter son habit et qu'elle fasse cette photo. Cette photo pour elle est très importante, mais que demain, qu'elle n'ait pas accès à cette photo. Oui. Vous voyez le choc psychologique. Donc ce n'est pas que financier. Quand on voit entreprise, généralement, on ne voit que le financier. Oui. Donc ce n'est pas que l'aspect financier qui induit, qui impose une sauvegarde des données. Mais le fait que mes données, lorsque j'ai envoyé une lettre à quelqu'un et que cette lettre peut être peut-être une preuve au tribunal et que je n'ai pas pu l'archiver, vous comprenez ce que ça peut être. Vous voyez, donc les données sont importantes dans notre vie, que ce soit nos petits documents que nous faisons chaque jour, ça peut être nos images, ça peut être nos photos, ça peut être même nos vidéos, puisque ce sont des captures des instants très importants de notre vie. Donc, ce n'est pas que les entreprises, c'est vrai que la sauvegarde des données s'impose aux entreprises systématiquement, mais pour nous autres aussi, les humains, vous voyez ici, lorsqu'on n'a pas pu sauvegarder, c'est véritablement aussi un choc psychologique. Observez que vous perdez même tous les contacts de votre téléphone. Ah oui, on est dans tous ces états. On est dans tous ces états. Donc, nous devons sauvegarder. La sauvegarde des données est autant importante pour l'individu que pour l'entreprise. D'accord. Je me pose une question, Agnès. Oui. Sauvegarder les données, d'accord, mais comment les sauvegarder? Justement, on y venait, donc répondez à la question. Comment sauvegarder? Lorsqu'on choisit de sauvegarder, la sauvegarde, elle peut être domestique. Comme tout à l'heure je disais, lorsque vous faites déjà votre Word, lorsque vous êtes en train de travailler, l'ordinateur enregistre ça sur une mémoire. Je veux rappeler que la sauvegarde se fait sur une mémoire. Et quand on parle de mémoire dans le monde du numérique, on parle de tout dispositif sur lequel on peut enregistrer une information. Et ce dispositif est capable de conserver l'information et nous restituer l'information à la demande. Quand on en a besoin. On la demande. Oui. C'est ça une mémoire. Donc lorsque nous sommes en train de travailler simplement sur notre ordinateur ou même sur notre téléphone, tout le reste, c'est que ça l'enregistre d'abord dans une mémoire qui est une mémoire RAM, donc une mémoire qui est volatile. Vous allez constater que quand on est en train de travailler, quand on coupe le courant, c'est que nous perdons le fichier. Si en temps nous ne l'avons pas sauvegardé. C'est pour cela qu'au-delà de cette mémoire de sauvegarde qui est volatile, il y a une mémoire qui peut conserver de manière plus durable et de manière massive le disque dur à l'intérieur. Mais le disque dur peut être sujet aussi à des pannes. Alors il faut des supports extérieurs pour enregistrer. C'est là où nous avons des disques USN, nous avons les clés, nous avons nos clés on avait USB, même les disquettes. Nous avons les disquettes. Les CD dans le temps. On finit leur vie autour des années 90. Nous avons les CD qui peuvent être rayés. Nous avons les clés USB aujourd'hui. Nous avons les cartes mémoire, les différentes sortes de cartes mémoire que nous utilisons. Vous voyez, nous avons le disque du STN que nous pouvons mettre, qui sont des supports physiques qu'on peut placer dans un pour sauvegarder des données numériques. Mais tout ça ne me rassure pas, moi. Justement. Vous voyez, quel est le meilleur système de stockage? Parce que je crois qu'on n'a plus assez de temps. Le meilleur système de stockage, c'est le système on cloud. D'accord. Donc, le système d'enregistrement en ligne. Aujourd'hui, vous avez votre téléphone de manière basique, pour que les gens comprennent facilement ce qu'on appelle le cloud. Vous avez votre téléphone et vous perdez le téléphone Android en temps. Vous avez mis déjà votre heureuse.danodé.gmail.com. Ce n'est pas ça, je ne pense pas que j'ai deviné. Je ne m'envoyais pas de courriel à travers ça, je ne le recevrai jamais. Donc, vous avez mis une adresse email. Vous allez constater que Android, qui est un système Gmail, qui est un système Google, sauvegarde vos contacts, sauvegarde vos images, sauvegarde vos vidéos à partir de cette adresse qui est votre identifiant. De telle sorte, dès que vous prenez un autre téléphone Android et que vous mettez votre email, il vous renvoie encore toutes ces informations que lui avait conservées. Mais vous êtes d'accord qu'on n'a utilisé aucun support physique. C'est ce que vous avez enregistré en ligne. Donc les enregistrements en ligne aujourd'hui sont les enregistrements beaucoup plus fiables. Mais il y a beaucoup de sortes de, il y a plusieurs sortes. Ah oui, voilà. Pas notre il y a langue, plusieurs sortes. Plusieurs sortes de stockage en ligne. Sortes de techniques de stockage en ligne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sites sur lesquels on peut acheter un espace d'enregistrement, ce qu'on appelle les hébergements. Il y a beaucoup de systèmes, mais le système le plus basique, c'est celui que nous
nous avons, que nous utilisons tous les jours sans même savoir que nous faisons du stockage en ligne. Oui, mais est-ce que les entreprises aussi peuvent l'adopter? Parce qu'on se rend compte de plus en plus que les entreprises aussi veulent aller vers le cloud, mais souvent ils sont obligés de payer un espace beaucoup plus grand qui va leur permettre de pouvoir stocker un peu plus d'informations. Les entreprises ont, du moins de par leur taille, On finit en 30 secondes. ont l'obligation d'aller en ligne. Parce que cela ne permet pas que d'enregistrement, cela permet même de travailler en ligne. Cela permet même au directeur, quand il est en France, il peut contrôler même la comptabilité. Tout ça est favorisé aujourd'hui par le cloud. Donc le cloud n'est pas que sauvegarde, cela va même au-delà de sauvegarde pour pouvoir permettre à l'entreprise d'être plus rassurée, de travailler plus convivialement. D'accord, donc si l'on s'en tient à vos propos, ce que vous vous conseillez pour une sauvegarde un peu plus pérenne de ces données, ce serait que tout le monde puisse aller vers le cloud. Oui, donc heureuse d'annoncer, on est tous en mode cloud, mesdames et messieurs. On retient donc à la fin de de la célébration de cette journée de sauvegarde des données sur le grand rendez-vous et précisément sur Autant Savoura, que la meilleure formule reste encore le cloud. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous pour le choix du sujet, Aniat Bello. Heureuse. Vous nous donnez toujours des cours sur ce plateau. On comprend tout chaque fois que vous êtes là, tout, dans tous les détails. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Aniat Bello, on se retrouve demain. Non, vous ne serez pas là, mais moi je serai là, mesdames et messieurs. Ne vous inquiétez pas. Elle sera avec vous, mesdames et messieurs. Alors, moi je reste avec vous tout de suite là même, pour vous demander d'accueillir avec moi l'invité de Nature et Bien-être. Eh oui, à tout à l'heure. Nature Bien-être reçoit Boris Anator. Il est météorologiste pour nous démontrer le lien qui existe entre le temps et l'environnement. Mais d'abord, je nous propose de suivre ce reportage réalisé par Enoch, voilà, sur la météo. À tout à l'heure. Quel temps fera-t-il demain? C'est une question que chaque individu se pose ou devrait se poser en vue d'une bonne planification de sa journée. Pour ne pas se laisser surprendre par les aléas climatiques, consulter la météo devrait être un geste quotidien. Bien qu'étant un domaine de prédiction du temps par excellence, elle est loin d'être une science exacte. La prévision météorologique est probabilistique. Il ne s'agit pas d'un produit qu'on peut mettre dans une boîte pour faire des tests, voir si c'est bon, c'est pas bon. Nous tenons compte des statistiques, des phénomènes locaux que nous observons, des images satellitaires qui nous parviennent pour faire les prévisions. Du fait de ce que nous ne pouvons pas maîtriser l'atmosphère. La prévision a toujours une marge. Même si tu es sûr à 100%, tu ne vas pas donner une probabilité de plus de 70%. Des équipements aussi divers que variés permettent d'étudier ces différents éléments du temps. Ici, vous avez l'ensemble vent qui est composé de l'anémomètre que nous avons au-dessus et de la girouette. L'anémomètre permet d'avoir la vitesse du vent et la girouette la direction du vent. Nous avons des pluviomètres en zinc, nous avons des pluviomètres automatiques. Celui-ci il est manuel en fait et nous l'appelons paysan parce que ce sont des pluviomètres que nous distribuons en fait pour qu'ils aient une certaine idée de la pluviométrie dans leur champ. Commémorer chaque 23 mars la météorologie pour l'exactitude des informations tient compte des paramètres comme le Soleil, la Terre et le temps. La Terre, c'est la 3e planète la plus proche du Soleil. Et de plus en plus, quand on parle de changement climatique, certains se demandent si c'est le Soleil qui est en train d'augmenter sa brillance. C'est nous, humains, de par nos activités, qui polluons l'atmosphère, qui émettons des gaz à effet de serre, qui empêchent le rayonnement incident d'être suffisamment diffusé, et donc ça reste dans la basse couche de l'atmosphère et ça a pour conséquence le réchauffement de la Terre. Au Bénin, la structure en charge de ces prévisions est Météo Bénin, une structure publique créée depuis 2016, mais qui reste inconnue du grand public. Voilà pourquoi 3 jours sont retenus par ses responsables pour la faire connaître et découvrir au grand public ses équipements et installations techniques et aussi à travers des communications et des échanges B2B. Merci à vous, Enoch Rompati, pour ce reportage. Et c'est vous qui avez raison, Météo Bénin, on ne la connaît pas.
on ne la connaît pas du tout. Nous réalisons toujours des prévisions météorologiques ici, mais sans l'aide de Météo Bénin. Alors, Monsieur Boris Anatok, comment allez-vous? Ça va très bien, et chez vous? Je me porte aussi très très bien. Météorologue, vous êtes? Oui, je suis météorologue. Quel temps fait-il ce soir? Ce soir, de façon générale, parce que ça dépend de là où nous nous situons au niveau du pays. Hier, il y a eu des activités pluvieuses. Au niveau du nord Bénin, donc il y a la calmie. Au niveau du sud, il y a les nuages de beau temps. Et puis, il peut y avoir des pluies localement, par endroit, à cause des réchauffements diurnes. Ok. Ce soir-là? Oui, en soirée. Il peut y en avoir localement dans le sud, mais pas dans le nord. Pas dans le nord. Oui. Donc, on doit s'attendre à quelques gouttes. Gouttes par endroit. Par endroit. Oui, dans le sud. Et comment vous faites pour avoir toutes ces informations-là, ou bien c'est par magie? Non, c'est pas par magie. Nous n'allons pas chercher quelque part. C'est pas nos analyses. Et les stations que nous avons, ils ont leur importance. Parce que d'abord, les mesures au niveau de ces stations sont envoyées quelque part dans une base de données internationale. Et à partir de ces données que les modèles sont vraiment mis en place. Et c'est l'analyse de ces modèles, des différents paramètres de ces modèles que nous sortons vraiment le temps. Même avant même de commencer ces analyses, il y a les données observées que nous analysons. Le prévisionniste doit voir d'abord ces données. D'abord, de façon générale, il y a les cartes tracées, il y a les cartes de pression, comment les zones de forte pression, les hautes pressions, ce que nous appelons les zones anticycloniques, les zones de basse pression, que nous appelons les dépressions. Donc, on va voir le front intertropical, comment ça bouge, comment la mousson, c'est-à-dire l'air humide, rentre sur le continent. Tout ça, là, on analyse d'abord, avant de rentrer sur ces modèles, que nous voyons le comportement du vent, que ce soit en surface jusqu'en hauteur. Et après, nous sortons la prévision. Et aussi, il faut prendre en compte le climat de la région. Chaque région, là où il y a les montagnes, les collines, ils ont une particularité qu'il faut prendre en compte. Donc, c'est là le problème quand on va chercher sur l'Internet, eux ne prennent pas en compte tout cela. Et pourtant, je ne dirais pas que c'est faux, c'est très souvent vérifier les météos que nous donnons ici. Je suis désolé, madame, les gens m'accusent beaucoup en ville à cause de ça. On dit, mais ce que nous avons regardé à la télé, c'est pas juste. Je dis, mais c'est pas Météo Bénin. Mais Météo Bénin ne fait rien. Raison pour laquelle le monde ne connaît pas Météo Bénin. Je suis désolé. On a raison d'aller choisir sur la toile ce qui est accessible à tous. Non, vous êtes une société publique, vous êtes public comme nous. Donc, on doit collaborer. Météo Bénin fait des prévisions au jour le jour. Nous avons Ils sont diffusés où? Nous avons un site WhatsApp sur lequel nous diffusons, nous envoyons à certains ministères. Mettez-vous en collaboration avec nous pour que en collaboration. le RTB diffuse les prévisions météorologiques. Avant, on a un studio, ça se faisait, on a un studio. Le studio est archaïque, on est en train de courir pour ça, pour mettre en place. Mais si vous devez donner des informations au public, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir fournir la bonne information à nos populations. Parce que si on fait tout ça et puis les populations disent on n'a pas l'info, on se dit... non, ils ont l'info, mais ils se plaignent maintenant. N'est-ce pas? Ils se plaignent de la fiabilité. De la fiabilité. Alors, concrètement, c'est quoi la météo? Qu'entend-on par météo? La météo, pour aller très simple, c'est une science qui étudie les phénomènes atmosphériques. Et en étudiant ces phénomènes, on peut avoir une projection sur le futur, dire « Ah, mais demain... » on aura des nuages, on aura la pluie, déterminer les phénomènes. Et de façon générale, la météo, c'est pour la sécurité des personnes et des biens. C'est pour la sécurité des personnes et des biens. Et des biens, oui, la protection des personnes et pour le bien-être de la population. Pourquoi? Parce que s'il va pleuvoir, on pourra prendre les dispositions nécessaires, c'est ce que vous y mettez? Justement, d'abord, pour la population en général, ou même pour les plaisantiers, ceux qui vont à la plage, tout ça là, si je vais au niveau de la plage, je sais que le niveau des vagues sera élevé, mais je peux dire attention, faites attention, c'est leur sécurité. Quand il veut pleuvoir, vous voulez sortir, madame, et que, disons, vous êtes à moto, et que vous sortez comme ça, vous devez venir présenter, et que vous ne prenez pas les dispositions, vous voyez qu'il y aura des problèmes. Et par rapport au risque de catastrophe, il y a des prévisions que nous faisons en avance sur la saison, que nous appelons les prévisions saisonnières. Le comportement de la saison, on donne les informations déjà par rapport à ça. Par exemple, cette année, on sait que la saison a commencé de façon précoce et va finir de façon tardive. La saison est longue. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y aura assez de postes pluviométriques.
quand il pleut maintenant, il y aura assez de temps avant qu'on ait la pluie. C'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'on constate d'ailleurs. Et cela fait que si on met, il faut choisir les cultures qui peuvent résister au stress hydrique. Parce qu'il y a un certain stress hydrique, l'eau ne vient pas rapidement. Donc il faut choisir ces cultures, ces genres de cultures. Donc il y a tout ça là que nous faisons. D'accord. Mais quel est le lien qui existe entre la météo et l'environnement, concrètement? De façon générale, la météo ne peut se dissocier de l'environnement, puisque la météo est un élément de l'environnement. Puisque l'environnement, c'est l'ensemble des éléments qui nous entourent, qui interagissent avec nous. Et ces éléments qui nous entourent, c'est ça, c'est dans ça qu'on retrouve notre météo aussi, puisque nous parlons de la chaleur, du vent, tout ça là, ce sont des paramètres environnementaux qui font partie de l'environnement, qui nourrissent l'environnement. Donc la météo est très liée à l'environnement. Qui parle de l'environnement, ou bien qui parle de météo, parle d'une partie des constituants de l'environnement. De l'environnement. Et vous pensez que les Béninois ont réellement cette information, maîtrisent réellement l'importance de la météo, tiennent tel compte ces populations-là des prévisions météorologiques, de la météo pour leur quotidien? Je peux dire oui, je peux dire non. Certains en tiennent compte, d'autres pas. La majeure partie, je dirais. Parce que souvent, quand les gens, il y a beaucoup, ils vont sur l'Internet aussi. Ils voient les prévisions, ils regardent, et puis ils se disent, oh, il va pleuvoir, j'ai la météo dans mon téléphone. Mais quand ça ne marche pas, du coup, on jette le discrédit sur la météo de façon générale. On dit, ah, ceux-là, ce sont des menteurs. Mais de façon générale, ils ne sont pas des menteurs. Ça ne peut pas être à 100% juste. Parce que quand je vous dis, il y aura plus par endroit à Cotonou. Ah, ça ne peut pas être à 100% juste. Ah oui, quand je vous dis, il y aura plus par endroit à Cotonou. Et jette plus après quoi? Celui qui est ici, à l'OTV va dire que non, mais il n'y a pas eu pluie. Il va pas. Or, les modèles que nous utilisons, c'est des modèles qui ont une résolution de, disons, 25 à 30 km. Et c'est à cause de ça, il faut densifier notre réseau. Il faut avoir des modèles, développer des modèles spécifiques à nous-mêmes et des modèles à maille fine. Là, on peut aller très, très bien. Mais sinon, le bulletin que nous faisons, ceux qui ont la chance d'en avoir, vraiment, ils apprécient. Et souvent, vraiment, c'est juste. C'est juste. Au moins pour ceux-là qui tiennent compte de la météo dans leur quotidien. Oui, disons, mais la nature étant un peu clément avec nous, parce qu'en Europe, tu ne peux pas sortir sans regarder la météo. Au moins, tu vas voir la température qui fait... Parce qu'on a eu le temps de vivre. Quand tu vois les moins 25 degrés et que tu ne vois pas la température, mais tu ne sauras pas comment t'habiller. Si tu habilles trop lourd et que tu vois que la température va changer, ça ira de moins 15 à 5 degrés par exemple, vous voyez qu'il y aura des problèmes. Donc, il faut tenir compte de la météo. Il faut tenir compte de la météo, même si on voit que la nature est un peu clément avec nous ici, mais il y a d'autres problèmes que la météo nous crée. Parce que quand vous prenez par exemple l'avion, tout ça là, sans l'information météo, tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça fait également partie des raisons pour lesquelles nous constatons les crashs. Et tout aussi. Oui, ça fait partie des raisons. Quand il y a crash, les météos sont les premiers qu'on va vérifier aussi. Ils n'ont pas fait d'erreur à leur niveau aussi. C'est très important, c'est un métier à risque aussi, hein, parce que vraiment, vous avez la vie des gens en main. Donc il faut être vraiment précis, consciencieux et bien faire son travail. Parce que quand on parle de météo, souvent on ne pense qu'à la SECNA, et ce n'est pas du tout ça. C'est ce que j'ai compris du reportage de Enoch tout à l'heure. Oui, avant la météo, tout était confié à la SECNA, mais depuis un bon moment, depuis 2004, la direction de la météorologie a été créée, mais c'est resté là. C'est seulement en 2010, avec la nomination du directeur, que la direction s'est mise à part, mais avec la création de l'agence, maintenant, nous avons une agence qui s'occupe pleinement de son rôle. C'est seulement le volet aéronautique qui est resté avec la SECNA. D'accord. La vocation de la SECNA, c'est aéronautique. Aéronautique. Merci bien à vous. Alors, la météo, une discipline scientifique, mais qui est au service de l'économie aussi? Ah oui, une discipline scientifique qui est au service de l'économie. Tel qu'on l'a dit, la météo est transversale. On dit, dis-moi ce que tu fais, je te dirai en quoi je peux t'aider. Parce que quand vous avez, par exemple, les balles de coton, vous voulez aller les égrener, qu'il y a la pluie, vous entassez vos cotons et qu'il y a la pluie dessus, vous voyez ce que ça peut créer. Et même l'armée a besoin de la météorologie. La Deuxième Guerre mondiale, les gens ont utilisé la météorologie pour gagner.
Ah bon? Ah oui, il y a la météo pour la mer aussi. D'accord. Tous les secteurs ont besoin de la météo. De la météo. La météo est transversale. Merci à vous. Et ce sera d'ailleurs votre conclusion, Monsieur Boris Anatov, vous êtes météorologue. Et avec vous, on a parlé de la météo dans ses généralités et précisément son lien avec l'environnement. Merci, bonne soirée à vous. Bon retour chez vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Nature et Bien-être. 3 différents plateaux qui viennent de s'achever. Nous allons à présent retourner l'antenne à la rédaction pour le journal parce qu'il est 19h45. À tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Poisson d'avril ou la blague du 1er avril, chacun de nous en a eu pour son compte. Mais de plus en plus, la plaisanterie prend des allures d'escroquerie et les Béninois s'en méfient. Autant il faut un permis de conduire pour les voitures, autant il en faut pour certaines motos à 2 ou 3 roues. Par ignorance ou mépris des dispositions, les motocyclistes n'y accordent aucune importance. Et puis, plusieurs actions sont menées pour pallier l'avancée de la mer au Bénin et les déplacements des populations. Philippe Zoumenou, le coordonnateur du projet de lutte contre l'érosion côtière dans le littoral, nous en parle dans ce journal. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril. Blague parfois de mauvais goût, tromperie. Qui d'entre vous ne se souvient pas d'un 1er avril où il s'est fait avoir? C'est cela même le principe du poisson d'avril. Mais au fil des années, les blagues se sont conjuguées en escroquerie au point de susciter la méfiance chez certains Béninois. Rebecca Adjinankou nous en parle dans ce reportage. Il est de coutume de faire des blagues le 1er avril. Communément appelé le poisson d'avril, c'est une plaisanterie que l'on fait à ses connaissances, à ses amis et à sa famille. À Cotonou, beaucoup de citoyens s'en souviennent encore. J'ai gardé ça dans ma tête depuis la classe de CM1. Surtout quand j'avais amené quelque chose de 100 francs à l'école et puis j'ai payé du riz à mon ami qui a totalement pris le plat du riz en me disant que c'était un poisson d'avril. Et en classe de CM2 aussi, il a mon bic rouge qui a été saisi et sous-titre de poisson d'avril. Quand j'étais encore au cours primaire, voilà, l'expression était vraiment d'actualité. Et puis on se querellait, on se cachait derrière l'expression poisson d'avril pour se prendre les petits stylos, les cahiers, les gâteaux aussi possibles. Et puis c'était vraiment gai. Mais depuis quelques années, les blagues et autres canulars se sont conjugués en escroquerie. De quoi extraire l'essence même du poisson d'avril. Les grandes personnes s'y adonnent. On se cache derrière l'expression poisson d'avril pour se prendre des motos, des véhicules si possible. Paraît-il qu'un journaliste, sous prétexte de poisson d'avril, avec leur affaire de ICC Service, a dit à la population d'aller chercher leur argent, sinon... Et bon, automatiquement, il a dit ça, il a dit encore que c'est un poisson d'avril qu'il disait. Et c'est ça qui a fait que le banqueroute, que ce que nous observons chez ICC. Mieux, cette tradition qui consiste à s'accrocher un poisson en papier dans le dos est aujourd'hui confrontée à la morosité économique. Aujourd'hui, le temps qu'on traverse là ne nous permet pas à ce qu'on continue avec ce poisson d'avril. Parfois, on est toujours à l'aise pour dire poisson d'avril, pour faire poisson d'avril. Mais si tu n'es pas à l'aise, ton ami là va se fâcher et penser quelque chose de mauvais contre toi. Une réalité qui pousse les Béninois à être plus regardants sur la journée du 1er avril. Même si nous ne sommes pas en mesure de pouvoir supprimer entièrement cette expression poisson d'avril, que nous pourrions lui donner une autre tournure de manière peut-être à nous offrir de petits cadeaux dans une ambiance de convivialité. Je veux qu'on modifie aussi la chose comme nous parlons de journée d'amour et les 14 février pour qu'on puisse au moins être ensemble avec les petits trucs échangés, se voler des petits trucs. 1er janvier, férié, 1er mai, férié,
1er avril, férié, ne vous y méprenez pas. Et fort heureusement, c'est une blague. Un poisson d'avril. Petite ou grosse cylindrée, les conditions d'accès à la conduite sont les mêmes. Autant il faut un permis de conduire pour les voitures, autant il en faut pour les motos, pour certaines motos à 2 ou 3 roues. Une pièce indispensable pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Mais les Béninois connaissent-ils l'importance du permis de conduire pour les engins à 2 ou 3 roues? Ulvaeus Balogun s'est intéressé à la question dans cet élément que je vous invite à suivre. L'usage d'un engin à 2 roues ou d'un tricycle motorisé est soumis à une réglementation tout aussi particulière que celle des automobiles dans le cadre du Code de la route. Mais très peu de Béninois en sont conscients. Permis, quelqu'un n'a le temps. Non, je n'ai pas de permis pour conduire ma moto. Visiblement, ils sont nombreux, les usagers de la route, à ignorer l'existence du permis de conduire pour moto. Pourtant, ce type de permis a bien sa valeur d'être. Les conducteurs à 2 roues ne respectent pas le code de la route. Et ce qui est à la base de ça, c'est qu'ils ne prennent pas l'auto-école avant de venir sur la route. Avant de mettre dans la circulation, vous devez avoir une autorisation de conduire un engin ou bien un véhicule automobile. Au Bénin, 3 catégories de permis sont reconnues en fonction de la cylindrée de la moto. Nous avons les permis A1, A2, A3. Le permis A1, c'est pour conduire les engins à 2 roues de petite cylindrée, c'est-à-dire de cylindrée ne dépassant pas 75 cm3. Les Tchénans, les MAT, ces motos d'âme qui n'ont pas d'embrayage là, sont rangées dans la catégorie A1. Le permis A2 autorise la conduite des motocyclettes de cylindrée moyenne, c'est-à-dire de cylindrée dépassant les 75 cm3 jusqu'à 400. C'est les motos comme les Saneli, les Sania avec embrayage, les Bajaj, les engins des ZEM, même les tricycles. La catégorie A3, ça c'est pour les grosses motos. Les motos que les motards conduisent pour les policiers qui se mettent devant les officiels. C'est les grosses motos là, dont la cylindrée, bien entendu, dépasse les 400 cm3. Et pour obtenir ces différentes catégories de permis, le passage dans une auto-école est indispensable. Pour obtenir cette catégorie de permis A1, vous devez satisfaire à l'examen théorique, c'est-à-dire du code de la route. On n'exige pas la conduite. Avant d'obtenir le permis A2, il faut, en plus le code de la route, il faut un examen pratique. On doit quand même évaluer l'apprenant par rapport à sa capacité de conduire l'engin là. L'obtention du permis A2 et celui du A3 respectent les mêmes critères dans le code de la route et l'examen de conduite. Mais un âge minimum est requis pour toutes ces différentes catégories de permis. 16 ans au moins pour le A1, A2 18 ans au moins et le A3 21 ans au moins. Les permis de conduire A1, A2 et A3 sont permanents. Le prix de leur obtention dépend certes d'une auto-école à une autre, mais le non-respect de cette réglementation est puni par la loi. La protection côtière passe par la sécurisation des territoires contre l'érosion marine. Au Bénin, plusieurs actions sont menées pour pallier les désagréments liés à l'avancée de la mer, à l'engloutissement des terrains et au déplacement des populations. Philippe Zoumenou est le coordonnateur du projet de lutte contre l'érosion côtière dans le littoral. Il nous donne plus de précisions au micro de Bernol Tchogbe et Grolia Oni. Au Bénin, par le truchement du ministère du cadre de vie et du développement durable, se développe un projet de protection du littoral, j'allais dire même un programme de protection du littoral contre ce phénomène de l'érosion côtière. Et ce programme intervient dans plusieurs segments critiques de la côte qui ont été identifiés suite à l'élaboration d'un plan d'investissement multisectoriel. Donc de manière concrète, nous avons les travaux de protection côtière à l'est de Cotonou, sur plus de 15 km. Nous avons les travaux de protection côtière et de valorisation du segment de côte à Vlekete et autour de Ouida, à Ouida. Et nous avons la protection côtière à l'ouest
sur le segment Ila-Kondji et Grand Popo. La lutte contre l'érosion côtière, en fait, est une lutte contre des phénomènes climatiques parce que de plus en plus, l'érosion côtière aujourd'hui apparaît comme un phénomène climatique avec la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer, etc. Donc, c'est une veille permanente qu'il faut assurer. L'objectif à terme de ces travaux, c'est de sécuriser au plan physique le littoral dans ces segments touchés par l'érosion côtière. Le développement, la préservation des écosystèmes, le développement touristique balnéaire et le développement d'une manière plus générale des activités économiques qui vont être désormais sécurisées grâce à nos travaux de protection côtière. La Guinée-Bissau vient de lancer un appel d'offres pour la mise en place de 22 MW de centrales solaires pour ses populations. Cet appel à concurrence a été lancé par le gouvernement par l'intermédiaire d'une organisation qui promeut le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique sur le continent. Une fois achevée, cette infrastructure fournira sa production à la compagnie électrique nationale dans le cadre d'un contrat de rachat d'électricité. Au Sénégal, la direction du commerce intérieur compte redynamiser la commission de contrôle des produits alimentaires. Les orientations à prendre afin d'asseoir des stratégies efficaces ont fait l'objet d'une rencontre. Le code de la consommation est également à l'étude pour encadrer les produits qui peuvent présenter un risque. Aminata Fall. Pour mieux assurer la sécurité sanitaire des aliments, les différents corps de contrôle misent sur la redynamisation de la commission de contrôle des produits alimentaires. Et cette rencontre constitue une tribune d'échange pour définir les orientations. Il importe par conséquent de mobiliser tous les acteurs concernés et ici représentés en vue de la réactivation sans délai de la commission pour lui redonner à la fois son opérationnalité et son efficacité. C'est tout le sens qu'il faudra donner à cette rencontre qui vise à susciter la réflexion de la part de toutes les parties prenantes. La gendarmerie fait un excellent travail. Le service national de l'hygiène, la division de la sécurité des consommateurs. Mais chacun travaille un peu de son côté. Et maintenant, aujourd'hui, en mettant en place donc, cette commission, cela va permettre de fédérer les actions et de donner plus de personnel. Au Sénégal, il y a une loi relative au contrôle des aliments. Le code de la consommation est à l'étude pour encadrer d'autres produits qui peuvent présenter un risque pour le consommateur. Aujourd'hui, nous avons les jouets, nous avons le cosmétique, nous avons en tout cas les produits chimiques, n'est-ce pas? Tous ces produits-là devront faire l'objet en tout cas d'une réglementation qui va devoir être, harmonisée et peut-être synthétisé dans un document. Il est attendu de cet atelier la mise en place d'un nouveau cadre réglementaire adéquat pour une prise en charge efficace des questions liées au contrôle des aliments. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24. Merci à vous, Estelle Pazou. Avez-vous déjà eu droit à votre poisson d'avril aujourd'hui? Non, heureusement, il est 19h. Dépassé même, donc il n'y a pas risque que ça arrive aujourd'hui. Merci à vous. Nous avons suivi le reportage très intéressant quand même, hein, où les populations nous donnent leur avis sur le sujet. Nous aurons sur ce plateau, pour terminer le grand rendez-vous, un expert, un sociologue précisément, pour nous donner aussi son avis sur le sujet. Nous sommes avec M. Karl Martial Nassi. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Le week-end, ça a été? Très bien. Très, très bien. Oui. Mouvementé ou calme? Naturellement, ça doit être mouvementé. Ah. Alors, 1er avril, poisson d'avril, vous en avez eu droit aussi? Comme tout le monde, c'est une tradition. C'est une tradition. Oui. On va en parler tout à l'heure. Mesdames et messieurs, c'est l'expert de ce jour. Nous sommes avec Karl Martial Nassi, sociologue, pour parler de poisson d'avril. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des blagues. Et blagues, surtout blagues, vous savez de quoi je parle. Poisson d'avril, on l'a abordé tout à l'heure, on l'a eu dans le journal, on aura tout à l'heure encore l'expert sur le sujet. Alors, monsieur Karl Martial Nassi, pourquoi poisson d'avril?
Poisson d'avril? Un 1er avril. Un 1er avril en plus. Ben, simplement parce que c'est la communauté qui l'a institué. Il l'a institué comme ça. Et ça s'inscrit dans le registre des blagues, comme vous venez de le dire. Bon, maintenant, on pourrait me dire à quel moment peut-être on peut situer ça. Bon, si vous interrogez un peu l'histoire, on dit que c'est le roi Charles IX qui l'a institué en 1565, si j'ai bonne mémoire. Ah ben c'est bien vieux, hein? Oui, bien vieux. Ça date pas d'aujourd'hui, là. Vraiment, vraiment. Bon, il l'a institué simplement parce que pendant cette époque-là, l'année démarrait le 1er avril, en fait. Et lui, il a voulu changer un peu le calendrier pour que, au niveau des diocèses et autres, l'année puisse démarrer plutôt le 1er janvier. Ce qu'il a fait. Et donc, à partir de 1565, jusqu'à 1567, c'est devenu effectif. Donc, l'année a commence désormais le 1er janvier. Or, en France, à l'époque, il y avait une tradition. Quand c'était le 1er avril, comme c'est le jour de démarrage de l'année, on s'échange des cadeaux. Et souvent, c'était des cadeaux alimentaires. Et donc, quand ça a été ramené au 1er janvier, la tradition a continué. Seulement que il y avait certains qui étaient toujours dans le déni. Vous voyez? Et donc, eux, ils continuaient à penser toujours ou à se dire toujours que le 1er avril demeurait toujours le premier jour de l'année à l'époque. Vous voyez un peu? Donc, et les autres qui se sont conformés à la nouvelle norme, à la chose, essayent donc de se moquer un peu des autres là qui sont restés un peu, qui ont, en griffe, une certaine hérésie mandate, si on peut s'exprimer. Et donc, le 1er avril, ils se chargent, au lieu de leur donner de vrais cadeaux, ils leur donnent de faux cadeaux. Histoire de leur dire, revenez dans la réalité. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Après, ça s'est élargi un peu partout. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire de l'origine. De l'origine. Ben, moi, je me demande bien pourquoi une journée des blagues. Ah, une journée des blagues sur la terre des hommes, je pense qu'elle est très importante. Et je vais vous dire pourquoi, en réalité. Parce qu'au-delà de ces blagues, dont nous nous moquons, dont nous rions, et même vous les médias, vous en avez fait votre chou gras aussi. Et cette journée, personne ne rate ça en réalité. Effectivement. Parce que c'est comme si tout le monde entier s'est entendu pour que pendant cette journée-là, on puisse rentrer dans les plaisanteries, dans les farces, dans les blagues, etc. Détendre un peu l'atmosphère. Et justement, je rebondis sur ce dernier mot, détendre l'atmosphère. Pourquoi? Parce que vous voyez un peu dans notre environnement aujourd'hui, nous sommes dans un monde très moderne, hyper développé, où le stress règne en maître, où le travail, on est obligé d'être dans un rythme de travail très élevé. Et donc tout ça, ça perturbe un peu l'homme. L'homme, c'est quelqu'un qui vit une quotidienneté pas possible. Vous voyez un peu, c'est un peu difficile pour lui. Et donc, la communauté a senti ce besoin-là d'instituer une journée de blague pour permettre à tout le monde, au moins, pendant cette journée, de s'évader un peu, d'oublier un peu les péripéties de la vie, les problèmes au quotidien, ou d'oublier un peu ça, et donc d'aller vers d'autres choses. Donc l'importance ici, c'est amener les hommes à marquer un temps d'arrêt, ne serait-ce que pour rire de quelque chose, ne serait-ce que pour se donner à des loisirs, ne serait-ce que tout au moins que de changer un peu l'image qu'on a au quotidien de nos journées. Donc c'est un peu ça, ce qui se cache derrière ces blagues-là. D'accord, et tout le monde doit s'y adonner, parce que c'est ce qu'on constate. Oui, parce que c'est un peu ce que je pense, nous sommes dans une mouvance sociétale en vérité. Et donc, nous tous, on a décidé d'un commun accord de pouvoir marquer cette journée-là de ces blagues. Donc, c'est quelque chose qui nous est commun. Et ça a été une adhésion volontaire. Vous le voulez ou pas. Ouais, c'est un peu comme un jeu de rôle. Il y en a qui sont là pour fabriquer les nouvelles. Les autres sont là pour subir. Et après, quand on s'en rend compte, ça fait rire. Mais ça ne fait pas rire toutes les fois. Oui, c'est vrai. Mais bon, l'objectif surtout aussi quand même, comme je l'ai dit, c'est arriver à vous faire évader un peu, à oublier un peu votre quotidien. Donc, ça là, au moins, c'est atteint. Et c'est déjà bien. Effectivement. Mais quel type de blague faire en ce jour? Oui, en fait, en ce jour, ce qui est souvent recommandé, c'est de faire des blagues qui tiennent compte du réel et non des blagues qui vont apporter des problèmes. Je prends un exemple simple. Moi, je suis universitaire. Aujourd'hui, le fameux débat à l'université, c'est la question des nominations. Imaginez qu'aujourd'hui, qu'on dise que le gouvernement a pris la décision de rapporter son décret et de faire des élections désormais. C'est quelque chose
qui relève de l'imaginaire, mais en même temps qui se base sur une réalité voulue par les gens. Et donc, quand c'est des blagues de ce type, c'est intéressant. Parce que ça a un objectif, c'est vrai. Après, quand tu t'en rends compte que, ah non, ce qu'il a dit, c'est pas vrai, c'est bien. Mais quand c'est des blagues qui ne s'inscrivent pas dans ce registre, c'est là où c'est pas bon. Et on a connu, je pense, les exemples ici. L'exemple ICC, qui a commencé par une vilaine blague, ce qu'on peut appeler une vilaine blague. Une vilaine, effectivement. Voilà. Et on en est là aujourd'hui. Oui, on en est là. Mais il y a, par exemple, dans le reportage de Estelle Pazou, lors de sa présentation du journal, ils ont précisé qu'aujourd'hui, ça vire un peu à de l'escroquerie. Oui. C'est le côté négatif de la chose, en fait. Parce que, vous savez, l'homme aussi, il est en doyen divers. Et des fois, la ruse se mêle à certaines choses et ça donne ce résultat. Des allus d'escroquerie. Voilà. Sinon, en réalité, à l'origine, ce n'était pas ça. C'est arrivé quand même à amuser un peu la galerie et autres. Donc, mais c'est ça pourquoi je parlais tout à l'heure de vilaines blagues, des blagues qui vient au cauchemar. Ce n'était pas l'objectif. Donc, ça a été un peu dénaturé. C'est sorti un peu de son sens. Et ce n'est pas bon parce que ça peut apporter des revers pour certaines personnes dans la société. D'accord. Je me réfère toujours au reportage. Il y a quelqu'un qui a dit, face à la situation économique aujourd'hui, on ne peut plus faire de ce genre de blagues. Est-ce qu'il a tort? Il a tort. Oui. Parce que, vous voyez, je prends un exemple simple. Prenez vous-même votre journée. Votre journée est rythmée par un certain nombre d'activités. Mais quand vous venez après, vous finissez, vous-même, vous choisissez un temps de loisir, quelque chose qui peut vous permettre tout au moins d'oublier tout ce que vous avez eu comme masse de travail dans la journée pour faire autre chose, ne serait que pour vous détendre. D'accord? Mais des fois, vous voyez, de ces événements qui arrivent, on peut en mourir. Donc, il vaut mieux transformer ça en dérision pour pouvoir en rire un peu, ne serait-ce que pour se donner la chance de pouvoir réfléchir et de transcender cette difficulté. Donc, morosité économique, oui, mais ça ne doit pas être un fait pour nous empêcher d'avoir un instant de bonheur ou un instant de sourire. En plus, c'est très important. Ça participe aussi de l'équilibre de la vie. Et donc, on doit y aller. Il faut des blagues. Il nous faut ça. Il nous faut ça. Oui, il faut tourner des fois les choses à la dérision. Ça permet vraiment de se détendre. Un seul sourire, ça peut apporter beaucoup. Un instant de ce bonheur, c'est important pour nous. Donc, il faut créer cette plage-là dans sa quotidienneté, forcément. Sinon, c'est pas bon. Vous êtes sociologue et moi, vous avez dit que ça vient de la France avec François IX, Charles IX. Et tout. Est-ce que c'est également conforme à notre environnement, à notre société, la société africaine, de faire de ces genres de blagues un poisson d'avril? Bon, on ne l'a pas institué comme tel, mais les blagues font partie aussi de notre vie en Afrique. Oui, nous avons l'habitude de ces choses dans nos communautés. Seulement que nous ne l'avons pas institué, mondialisé ou bien médiatisé comme ça se fait aujourd'hui. Mais c'est des choses qui existent. La preuve, c'est que ça a tout de suite trouvé son répondant. Ça n'a pas été compliqué du tout, difficile pour que notre société puisse aussi s'illustrer. Oui, c'est un peu ça. C'est des faits aussi qui relèvent de notre culture aussi. D'accord. Nous aimons aussi faire ce genre de choses. Cette petite tournure, cette plaisanterie, vous avez entre copines, entre coépouses. Il y a de ces tournures dans nos langues. On le fait pour tourner certaines choses à la dérision. Ou bien, vous voyez, quelqu'un vient, il y a un problème sérieux, mais lui va prendre le revers pour amuser. Parce qu'il le faut. Il le faut pour l'homme. D'accord. Voilà. Je prends juste un exemple. Avant de démarrer l'émission, il y a un ami qui me disait, vous me voyez ça? Mon garçon qui veut me faire un poisson d'avril, il me dit que papa, le maître à l'école a dit d'apporter 1500 francs pour acheter tel document. Je dis, ah bon? Ah, pour toi qui es à la maternelle, j'ai tout payé déjà, je vais appeler. Il dit, non, c'est poisson d'avril. Est-ce que ça doit se faire selon les générations ou tout le monde peut y aller? C'est de toute génération. Et vous voyez, quand cet enfant dont vous parlez, c'est un jeu pour lui. Et oui, et il prend du plaisir à jouer ce jeu-là. Effectivement. Parce que, vous voyez, on veut vous sortir un peu de la réalité. On veut vous plonger un peu dans le monde irréel, d'accord? Et voir aussi si vous êtes vraiment présent tout à fait. Et donc, vous voyez, il l'a fait. Il a fallu un temps de réflexion pour le papa pour s'en rendre compte que, mais attention, il veut se... mais justement, lui, il a déjà atteint son objectif. Et oui.
à supposer le papa était stressé par autre chose, mais simplement par ça. Et lui-même, en présence de récupérer, et puis Henri me dit, dis donc, le petit là, il a failli m'avoir. Et c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, vous voyez, donc c'est intéressant. Et c'est le jeu, c'est l'objectif, ça, en réalité. C'est l'objectif. Et il l'a déjà atteint. Donc c'est de tout âge, c'est de toute génération. D'accord, voilà. Mais quelles sont les conséquences de la chose? Il faut le dire. Ah oui, il y a beaucoup de conséquences. Comme je le disais tout à l'heure, quand ça devient une vilaine blague, attention. Ça peut amener à perdre énormément d'argent. C'est pourquoi on demande souvent d'avoir une certaine présence d'esprit. Oui, rentrer dans le jeu, d'accord, jouer, mais il faut être aussi un peu éveillé, un peu attentionné. Sinon, vous risquez d'y laisser des plumes. Et ça arrive à beaucoup de compatriotes. Donc, c'est pour ça que je dis, il faudrait qu'on retrouve encore l'esprit de la chose. L'esprit de la chose, c'est pour des plaisanteries, c'est pour faire des farces, c'est pour amuser un peu la galerie, amener les gens à se départir un peu de leur quotidienneté. Mais quand ça sort de cet esprit et que ça va dans des coins, quand ça prend des objectifs retors, ça c'est plus bon. Ce n'est plus du poisson d'avril. Non, non, c'est plus ça devient de l'escroquerie. De l'escroquerie. Et c'est pas bon. Et vous voyez aussi, il y a eu un temps dans la journée, souvent dit à partir de tel moment jusqu'à midi, pas plus. Et c'est fait exprès. Ah voilà, il faut le préciser, mais moi je me demande même pourquoi à midi on mais oui, bon, parce qu'on ne va pas passer toute la journée à faire des blagues. Oui, il ne faut pas passer toute la journée à faire des blagues. Il faut juste un temps pour permettre aux gens de se détendre, mais après, le travail doit reprendre le dessus. Voilà. D'accord. C'est ça aussi un peu ça. Merci à vous. C'est moi. Et on a eu assez d'informations avec vous sur le poisson d'avril. Eh oui, personne n'y échappe. Moi non plus, mais aujourd'hui, j'ai pu y échapper, en tout cas. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour Espère, consacré ce soir au poisson d'avril, car nous sommes 1er avril et c'est la journée mondiale des blagues. Nous allons à présent installer le plateau de ActuWeb pour recevoir Adonis Bohon et ce sera le tout dernier plateau du grand rendez-vous de ce soir. ActuWeb. Nous sommes avec Adonis Bohon. Ado, comment allez-vous? Très bien chez vous. Je me porte très bien aussi. Il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ce n'est pas du poisson d'avril, j'espère. Bon, c'est une salamandre d'avril, si vous voulez. C'est la prière d'avril. Alors, quelles sont les informations que vous nous apportez ce soir? Ce soir, nous parlerons essentiellement de Facebook. La première, c'est que Facebook demande aux régulateurs de les aider à réguler Internet. Oui. Je suis convaincu que le gouvernement et les régulateurs doivent jouer un rôle plus actif. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, appelle le pouvoir public à réguler Internet dans une tribune publiée le samedi 30 mars dernier dans le Washington Post. Il estime qu'il faut de nouvelles réglementations dans 4 domaines, à savoir les contenus violents et haineux, l'intégrité des élections, la protection de la vie privée et la portabilité des données. Pour rappel, Facebook a été attaqué souvent sur ces 4 domaines après les scandales liés au Cambridge Analytica et surtout à d'autres scandales. Au sujet de la protection des données, Mark Zuckerberg juge que davantage de pays devraient s'inspirer du RGDP, le règlement européen sur la protection des données, qui est entré en vigueur depuis le 25 mai de l'année dernière. Concernant les contenus haineux et violents, le fondateur de Facebook estime que le pouvoir public, comme on l'a dit, doit se mettre afin de réguler tout cela. Je pense que nous, on a déjà commencé un peu avec la loi sur le code du numérique. Mais oui. Bon, même si 3 points de suspension. Et je me demande si Marc est dépassé parce que lui-même l'a créé. Ah non, en fait, est-ce que c'est cela? C'est pas forcément cela. Il y a juste, ce n'est pas de l'intelligence artificielle qui écrit. C'est nous-mêmes qui écrivons. Donc on ne peut jamais prédire ce que l'homme va écrire. En fait, c'est un peu... Oui, impossible pour lui de contrôler nos idées, ce que nous écrivons. Surtout, toujours sur Facebook, l'attentat à Nouvelle-Zélande, le principal acteur avait diffusé en direct son attentat où il a tué dans l'église de Christchurch. C'est horrible ça. Oui. C'était une vidéo en direct. Donc Facebook est en train de vouloir limiter, voire interdire à certaines personnes l'utilisation de ces vidéos en direct. Le groupe avait promis mercredi une nouvelle offensive contre les tenues racistes liées aux suprématies blancs, dont l'auteur avait fait 50 morts et se revendiquait. Dans le signal de cet attentat, nous prendrons 3 mesures contre la haine sur les réseaux sociaux
et soutenu les Néo-Zélandais, a écrit Cheryl Schandberg, numéro 2 de Facebook. D'accord. Donc, ils iront plus loin en mettant en pratique d'autres mesures afin d'éviter de propager sur le réseau social Facebook des vidéos qui montrent des scènes horribles de tuerie pour ne pas trop heurter la sensibilité de beaucoup de personnes. C'est compliqué quand même pour eux. Comment pourront-ils contrôler cela? La raison pour laquelle ils renvoient la balle dans le rang des dirigeants des pouvoirs publics. Bon, mais pour certaines choses concernant ces vidéos, il y aura certains critères d'algorithme qui permettront de limiter cela. D'accord. Pour le moment, le groupe n'a pas encore donné un calendrier précis sur sa mise en œuvre, mais Facebook dit aussi chercher à mettre au point une technologie plus efficace pour identifier rapidement les versions modifiées, c'est-à-dire les montages de vidéos violentes et empêcher les gens de les partager. D'accord. La dernière nouvelle concernant toujours Facebook, c'est que le groupe a annoncé un nouveau algorithme qui vous permet de savoir pourquoi est-ce que cette publication s'affiche sur votre timeline, s'affiche sur votre fil d'actualité. Oui. Ce lundi, une nouvelle fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de comprendre facilement pourquoi une publication apparaît dans le fil d'actualité. À ce jour même? Oui, et de contrôler en un clic la visibilité des publications de leurs amis, pages ou groupes. Cette nouvelle option apporte des informations complémentaires sur la manière dont vos interactions passées impactent sur le classement des publications dans votre fil d'actualité. En fait, le fil d'actualité est basé sur un algorithme qui classe en fonction des interactions que vous avez eues avec vos amis, que ce soit vos j'aime ou les partages. C'est en fonction de cela, l'algorithme calcule les trucs à afficher sur votre fil d'actualité. Donc, maintenant, quand ce truc va s'afficher sur votre fil d'actualité, vous saurez pourquoi est-ce que la publication de X apparaît là, pourquoi la publication de Y apparaît là. En d'autres termes, il s'agira de voir pourquoi une publication s'affiche dans votre fil d'actualité, pourquoi est-ce qu'elle provient de cet ami, d'un groupe que vous avez rejoint, mais d'une page, le type d'information qui a généré le plus d'impact sur l'ordre des publications, y compris la fréquence à laquelle vous interagissez. D'accord. En fait, donc là, s'il y a une publication sur votre mur, toutes ces informations vont suivre la publication. Oui. Okay. Eh bien, la dernière nouvelle, je pense que pour ne pas vous embêter, et que je sais que vous êtes flemmade. Ah bon? Oui. Non, c'est du poisson d'avril, ça. Je sais que vous êtes flemmade. Moi, je ne suis pas flemmade. Les téléspectateurs même le savent. Une offre d'emploi qui devrait faire parler d'elle. La NASA, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, a lancé le recrutement de 24 volontaires qui accepteraient de rester allongés dans un lit pendant 60 jours. Quoi? Oui. Oh non. Vous allez rester couché dans un lit pendant 60 jours. Me connaissant, ce n'est pas possible. Une fois recrutés, les 12 hommes et les 12 femmes devront rester allongés, la tête inclinée de 6 degrés pour permettre le déplacement des flux dans le corporel des astronautes dans une navette. En fait, c'est pour simuler les conditions dans lesquelles les astronautes restent dans la navette, dans leur déplacement dans l'espace. Donc, ce sera fait pendant 60 jours. Ensuite, il y aura 29 jours d'acclimatation, de récupération. Et bien, ce travail est payé 16 500 €. L'objectif de cette mission, c'est d'étudier l'effet de la gravité artificielle sur le corps sur une longue durée. Ça pourra aussi aider les astronautes à rester en bonne santé parce que les astronautes font parfois 2 heures à 2h30 de sport pour pouvoir rester, pour empêcher le vieillissement de leurs os, comme ils restent dans l'espace, tout ça là. Donc ça permettra aussi aux chercheurs de développer une bonne alimentation pour ces astronautes. En fait, c'est ça. Effectivement, on sait aussi quand ils viennent de l'espace, c'est toute une équipe médicale qui les suit pour un bon moment. Oui. Il faut souligner que l'étude se déroulera à partir du mois de septembre à Cologne, en Allemagne. Oui. Les critères de recherche, c'est des femmes et des hommes âgés de 24 à 55 ans. Même 55 ans? Oui, qui parlent allemand. Ah ben, dis donc, c'est une information, mais nous vous la partagesons, mesdames et messieurs. Je terminerai. Oui. Je terminerai parce que c'est déjà passé. Les téléspectateurs, c'est ceux qui sont actuellement sur le lieu. Mais je me base sur le commentaire de Dréchis Corsi-Atropo. Il ne s'agira pas de poisson d'avril cette fois-ci, mais d'une grosse vache d'avril. Eh bien, pourquoi?
parce que Edossi Yao sera un concert pour remercier les boucantiers béninois ce 1er avril à 20h au stade de l'Amitié de Cotonou. C'est vraiment une image d'avril. Merci. Tenez-vous bien, Adonis. le concert est 100% sécurisé. Bon, on va pour peut-être. ses fans, c'est OK. Peut-être Agnès Bello est en direct depuis le stade de l'Amitié. On va la recevoir tout à l'heure. Merci Adonis. On va se dire bonne soirée. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le grand rendez-vous de ce soir. Mais d'abord, voici la météo en rappel. C'était un plaisir de rester en votre compagnie, mesdames et messieurs. La soirée tire à sa fin. On vous la souhaite très, très bonne. Toutes nos salutations à tous ceux qui nous ont suivis depuis Copargo dans le nord du Bénin. Mesdames et messieurs, à très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.